Chacun renferme en lui une forme d'attirance pour les destins malheureux ou tragiques. Ce vif intérêt concerne incontestablement les faits divers et tout ce qu'ils contiennent d'incongru et de choquant. Une curiosité qui peut passer pour malsaine ou pour du simple voyeurisme. Mais c'est surtout une passion pour le crime ou pour ceux qui osent quitter les sphères de la légalité. Les faits divers, dans leur diversité, poussent aussi à s'interroger sur la condition et la réelle nature des comportements humains. De toute évidence, on aime et on cherche à voir ce dont on n'a pas l'expérience, ce qui semble éloigné de notre quotidien, de notre foyer rassurant. Nous raffolons surtout des situations insolites, celles qui éveillent en nous un tourbillon de sentiments mêlés d'étonnement, de pitié, de peur et de dégoût. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus juste ici. Allez voir, c'est très intéressant. Mais cette sorte d'état second, à la vue d'un fait divers sanglant, nous fascine encore plus lorsque le destin cesse de s'acharner sur le sexe prétendu plus faible et qui à son tour prend les rênes de la criminalité. Tandis que 65% des victimes de tueurs en série ou de crimes violents sont de sexe féminin, 30% des meurtres plus ou moins violents sont commis par des femmes, dont près de 20% sont considérées comme des tueuses en série. Ainsi, les faits divers nous ont prouvé que le crime n'était pas réservé aux hommes et pouvait être lui aussi une affaire de femmes. On nous a présenté les femmes pécheresses, capables de lire dans l'avenir, de jeter des sorts, de communiquer avec l'au-delà, au point de peupler l'imaginaire collectif. Sorcières et mauvaises fées ont ainsi fini par sortir des contes pour se matérialiser en des Erzsébet Báthory, des Violette Nozière, des Aileen Wuornos, des tueuses que nous découvrirons prochainement. Certaines tuent par plaisir, d'autres par besoin ou par instinct. Elles peuvent aussi opérer avec un sadisme certain. Elles sont souvent cruelles, violentes et usent de tous les moyens pour parvenir à leur fin. Elles n'ont pas toujours conscience de leurs actes et ont tendance à nier leurs crimes. Il y a celles qui ôtent la vie par amour ou par désespoir, ou pour affirmer leur féminité et leur condition de femme. En tout cas, elles font le choix de passer à l'acte, comme celui de quitter un conjoint, de renvoyer un domestique ou de refuser la maternité. Les meurtrières et autres prédatrices ne sont pas exclusivement le fruit de ces 2 derniers siècles. Même si beaucoup tendent à l'affirmer, elles ne sont pas nées, comme la plupart des acteurs de la criminalité, de l'industrialisation et de ce fait de l'essor de la délinquance, ni de la société de consommation. Elles ne sont pas non plus des phénomènes exclusivement nord-américains. Des traces de femmes tueuses remontent à la Rome antique, et bien d'autres n'ont eu de cesse de se manifester au fil du temps un peu partout dans le monde. Elles sont prostituées, infirmières, princesses, comtesses, veuves, mères ou grand-mères, et même épouses modèles insoupçonnables la plupart du temps. Elles agissent sans scrupules ni remords, parfois dans l'impunité la plus totale. Elles tuent et optent pour un mode opératoire différent, mais finissent toutes par commettre l'erreur irréparable qui met un terme à leur infamie. Aussi cruelles soient-elles, elles sont néanmoins humaines et, comme toutes les personnes qui défraient la chronique, elles deviennent des personnages ayant une histoire à raconter, un vécu à reconsidérer, et elles ont un passé souvent digne d'intérêt. C'est ainsi que nous allons découvrir les tréfonds de l'horreur des tueuses en série. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle inédite et incroyable vidéo sur laquelle, cette fois-ci, les femmes sont à l'honneur. Dans le monde de l'horreur, évidemment. Et croyez-moi, cette vidéo entraînera une longue série sur les histoires du crime féminin. Car oui, il y en a plus que vous ne l'imaginez et plus encore que vous ne connaissez pas. D'ailleurs, pour le mois de décembre, je vais mettre en place quelque chose de spécial et plusieurs des épisodes qui sortiront durant ce mois de décembre mettront à l'honneur les femmes. Enfin, les femmes dans le crime et l'horreur, évidemment, comme je le disais. Alors, mesdames, on n'est pas aussi gentil qu'on voudrait le faire paraître, hein? C'est ce que nous allons voir. En tout cas, sachez que si cette vidéo vous plaît, vraiment, abonnez-vous. Toutes ces vidéos et les futures me demandent énormément de travail et j'ai besoin de votre soutien pour continuer. Merci à ceux qui prendront le temps de le faire. Et sur ce, on est parti pour l'horreur du crime féminin. Générique. Jusque dans les années 1990, les femmes criminelles suscitaient un intérêt populaire tel qu'elles sont devenues des héroïnes de fiction pour un bon nombre d'auteurs et de cinéastes. Cependant, personne n'avait encore imaginé pouvoir qualifier des femmes de tueuses en série. Cette nouveauté en matière de criminalité est adoptée dès l'arrestation en Floride de Aileen Wuornos. À ce moment-là, les serial killers, à savoir ceux qui commettent plus de 2 homicides, ne sont plus exclusivement masculins. La femme serial killer entre sur la scène de la criminalité. Mais dire que les femmes criminelles se sont jusqu'alors limitées à ne commettre qu'un crime est bien loin de la vérité.
Wuirnos n'est pas la première à avoir assassiné de sang-froid ses victimes de façon répétitive. Déjà, Locuste, la romaine, jouait à la faucheuse en répandant son poison. Et on ne compte plus le nombre d'innocents victimes de la folie meurtrière de la comtesse Bathory. Aux États-Unis, là où le crime en série fait l'objet d'une énorme médiatisation, seuls 10% des crimes sont commis par des femmes, et 12% d'entre elles sont considérées comme des serial killers. C'est ce qu'affirme Michael Newton dans The Encyclopedia of Serial Killers. Selon lui, leur principale motivation est d'abord de commettre un acte dit héroïque et de se positionner de ce fait au même niveau que l'homme et de s'affirmer en tant que sexe fort. Viennent ensuite dans l'ordre des mobiles, la vengeance, puis l'argent. Tandis que nombre de tueurs infligent des sévices sexuels, voire barbares à leurs victimes, les femmes, elles, semblent avoir d'autres priorités, même si une minorité d'entre elles abusent sexuellement de leur proie et se comportent en véritables prédatrices. Des études prouvent qu'en moyenne, les femmes peuvent commettre leurs crimes sans attirer l'attention sur une période pouvant aller jusqu'à 8 ans, contrairement aux hommes qui sont en général arrêtés au terme de 4 années. Il serait plus facile pour elles d'agir dans l'ombre, car elles adoptent une démarche plus méthodique et plus réfléchie que les hommes. Ça c'est pour vous les femmes. Voilà, vous êtes plus intelligentes que nous. Elles tentent donc par tous les moyens, et en particulier souvent grâce aux injections létales, de faire passer le délit pour une mort naturelle. Elles sont aussi peu nombreuses à utiliser les armes blanches, évitant ainsi le plus souvent tout contact physique avec leurs victimes. La majorité d'entre elles optent pour le poison et mettent tout en œuvre pour ne laisser aucune trace de leur passage. Les injections létales à visée meurtrière, presque systématiquement utilisées par les infirmières, se fondent dans la masse des pratiques professionnelles. La strangulation et l'étouffement semblent être utilisés presque exclusivement par les mères infanticides. Le déni de grossesse ou la négation totale de la maternité pousse certaines mères à adopter ce mode opératoire. La France reste d'ailleurs à cet égard un berceau d'infanticide ces dernières années, malheureusement. Les tueurs, eux, pour des raisons le plus souvent professionnelles, jouissent en général d'une mobilité beaucoup plus fréquente que les femmes. C'est pourquoi les hommes tuent souvent en dehors de leur territoire et s'en prennent à des victimes presque toujours inconnues. Les femmes, quant à elles, sévissent dans un cercle réduit, souvent près de chez elles. Elles s'en prennent essentiellement à ceux qui leur sont proches, mari, amants, enfants, amis ou voisins. En définitive, elles adoptent un mode opératoire en tout point différent de celui des hommes. L'agressivité féminine reste rare, d'autant plus rare qu'elle choque l'opinion publique, jusqu'à en devenir un tabou. Alors que de nombreuses études montrent que la femme, par son éducation, aurait une propension naturelle à la socialisation et à l'altruisme, Ruben De Luca, un sociologue, souligne que cette prédisposition peut mener dans certains cas à une frustration plus ou moins forte, donnant lieu à une certaine agressivité comportementale pouvant provoquer des rapports violents. De plus, il ajoute que les hormones jouent un rôle considérable dans le désir de passer à l'acte. Par comparaison, à la différence de l'homme qui dès l'enfance est préparé pour la compétition par des jeux plus ou moins violents, on inculque aux jeunes femmes la patience. On les prépare à la collaboration, à soutenir l'autre. Les femmes ont la faculté de masquer leur agressivité et on les conforte dans cette optique qui veut qu'elles ne puissent ou ne doivent extérioriser la moindre manifestation agressive ou violente. La violence féminine devient donc tabou, surtout lorsqu'elle se déchaîne sur l'homme. Par exemple, les mauvais traitements infligés aux femmes dans la sphère privée sont reconnus dans plusieurs cas, alors que la maltraitance commise sur les hommes par des femmes au sein du foyer est toujours, ou presque, mise sous silence. De nombreux spécialistes se sont penchés sur les raisons qui conduisent ces femmes à commettre l'irréparable, et il semblerait que 4 facteurs récurrents soient à prendre en considération. De 1, l'abandon, de la petite enfance à l'adolescence. Les femmes seraient plus sensibles à ce traumatisme que les hommes. De 2, l'instabilité familiale, colère professionnelle ou dans les rapports avec autrui. De 3, la maltraitance, dès le plus jeune âge, par un parent proche. De 4, l'abus sexuel dès l'enfance, mais aussi la sexualité précoce, forcée ou consentante. Mais il y a un autre phénomène assez récurrent, car les criminelles féminines n'agissent pas toujours seules. Elles font souvent office d'apprentis criminels. Elles quittent alors leur rôle de mère et d'épouse et ferment les yeux sur les atrocités de leurs conjoints et deviennent petit à petit des complices diaboliques que rien n'arrête, dans l'unique but de satisfaire les instincts les plus bas de leurs compagnons, et finissent même par prendre goût à l'horreur. D'après De Luca, le même sociologue, 9% des tueurs en série sévissent en couple. Il s'agit le plus souvent de couples hétérosexuels au sein duquel la femme endosse un rôle singulier. Seul l'un des deux membres tue. L'autre a la lourde tâche d'assister le meurtrier et de tout mettre en ordre pour que le plan macabre soit mené à bien. C'est donc le plus souvent la femme qui revêt ce rôle d'assistante. Elle aide à trouver les proies, parfois à les capturer, et dans certains cas, c'est elle qui est chargée de se débarrasser du corps. Ainsi,
Le couple de tueurs est composé de 2 personnalités dont les rôles sont dès le départ définis. Ils entretiennent alors un rapport de dominant-dominé qui en aucun cas ne peut s'inverser. Cela dit, il faut savoir que près de 90% des crimes commis par des couples sont motivés par des pulsions sexuelles. Ainsi, les couples qui tuent, motivés par des pulsions sexuelles, renvoient à une organisation précise qu'on retrouve dans pratiquement tous les cas. De 1, ils pratiquent une sexualité dite violente et tous leurs homicides ont un caractère sexuel. De 2, la femme est dans la plupart des cas plus jeune que l'homme et bien plus jeune en général que la tueuse qui sévit seule. De 3, ils opèrent de façon très organisée et la femme a pour rôle principal de trouver et d'attirer de jeunes victimes de sexe féminin. De 4, la femme accepte de participer au meurtre pour ne pas être exclue des fantasmes sexuels de son compagnon. De 5, la femme met aussi tout en œuvre pour ne pas le décevoir et ainsi ne pas le perdre, en participant activement à l'homicide. De 6, après l'arrestation, la femme se défend systématiquement en mentionnant l'emprise qu'a eu son compagnon et son absence presque totale de libre arbitre. Mais il y a aussi les femmes prédatrices sexuelles qui agissent seules. Elles sont rares, mais bien réelles. Et elles occupent une place importante dans la criminalité féminine et intéressent bon nombre de criminologues et de psychiatres. Sadiques, manipulatrices, perverses, elles n'ont aucun scrupule et font preuve en général d'une violence inouïe. Elles agissent toujours seules et choisissent exclusivement des victimes de sexe masculin. Elles sont motivées par une recherche constante et effrénée de sexe à l'état brut et n'hésitent pas à se comporter en femelle dominante. Elles sont incapables de dissocier la sexualité de la souffrance et prennent ainsi un réel plaisir à torturer et à mutiler leurs victimes. On est là bien loin du sadomasochisme, hein. Attention, c'est pas la même chose, hein. Elles donnent alors libre cours à leurs fantasmes les plus enfouis et les mettent en pratique afin d'apaiser leurs instincts. Elles chassent en terrain connu et le choix des victimes est guidé par leurs pulsions. Ce sont de vrais animaux, comme les tueurs en série en fait, qui sont comme ça aussi. Ils vont dans des endroits, ils arrivent à détecter leur proie. J'en parle, j'en fais une blague comme si c'était quelque chose de drôle, mais c'est pas drôle du tout, hein. Souvent, elles ont été elles-mêmes victimes de violences sexuelles très jeunes et ont connu par la suite une sexualité débridée. Les prédatrices sexuelles sont certainement celles qui interpellent le plus l'opinion publique. Comme ce sont des femmes, personne ne peut imaginer ou concevoir un rapport sexuel violent et forcé entrepris par elles. Cependant, une multitude de profils existent. Qu'elles soient tueuses en série ou non, les femmes criminelles sont à l'image de leurs crimes et de leurs motivations presque toutes uniques. Les études faites en matière de criminalité féminine aggravée permettent de classer les modes opératoires les plus fréquents et de déterminer des groupes selon les profils étudiés. Rien d'étonnant à ce que les veuves, parce qu'en deuil, soient vêtues de noir. Seulement lorsqu'il s'agit de criminalité, l'expression ne s'applique plus à la veuve éplorée. Celles qui sont appelées veuves noires sont celles qui se donnent pour mission de tuer mari ou amant. En l'occurrence, toute personne de sexe masculin avec qui elles entretiennent une relation amoureuse et sexuelle. L'expression est empruntée à la célèbre araignée vénéneuse qui tue le mâle après l'accouplement. Le choix de toutes les veuves noires ne se limite pas toujours à la sphère familiale ou privée. Certaines vont chasser en territoire inconnu et œuvrent en attirant des hommes qu'elles séduisent, qu'elles provoquent et avec lesquels elles prennent du plaisir avant de s'en débarrasser. Les veuves noires sont réputées pour être intelligentes, méthodiques, organisées et manipulatrices. Cela dit, récemment, le cas de Teresa Lewis, 41 ans, au QI ne dépassant pas 72 et condamnée à mort dans l'état de Virginie pour avoir commandité l'assassinat de son mari et du fils de ce dernier pour percevoir une prime d'assurance, a défrayé la chronique. Elles agissent le plus souvent par appât du gain. De ce fait, elles épousent presque systématiquement leurs futures victimes pour ensuite les déposséder de leurs biens, percevoir une assurance vie ou un héritage. D'autres envoient leurs différents maris au cimetière jusqu'à ce qu'elles rencontrent celui qui leur fera connaître le véritable amour, à la hauteur de leurs rêves de petite fille. Mais cette attirance pour le matérialisme est en étroite relation avec un désir profond de tout contrôler. Elles ont indéniablement un goût prononcé pour l'homicide. C'est pourquoi elles n'hésitent pas à tuer des proches pour arriver à leur fin, ou même des patients dans certains cas, pour s'emparer de leur fortune. En moyenne, une veuve noire commence à tuer vers l'âge de 30 ans, et commet ses crimes sur une longue durée sans éveiller les soupçons. Manipulatrice, elle est relativement habile pour gagner la confiance de ses proies. Elle opte souvent pour l'empoisonnement qu'elle pratique de façon progressive, de manière à faire passer son acte pour une mort naturelle. Ou elle utilise une arme à feu, et dans ce cas, elle met en scène un faux suicide ou une légitime défense. Et les veuves noires tuent en moyenne 5 à 20 victimes chacune. Parce qu'un exemple vaut mieux que de longues explications, connaissez-vous Belle Gunness? Elle est qualifiée par bon nombre de spécialistes de veuve noire et elle est un cas relativement atypique. Non seulement elle battait ses conjoints, mais elle n'hésitait pas à les décapiter ou à les démembrer. Sympa, hein?
D'origine norvégienne, Belle Dunest est considérée comme l'une des premières veuves noires du XXe siècle. Elle était active sur le continent nord-américain. À l'époque, elle émigre à l'âge de 22 ans à Chicago, où elle rencontre son premier mari qu'elle tue pour percevoir son assurance vie. Puis, elle s'installe dans l'état de l'Indiana avec 2 de ses filles. Très vite, elle épouse en secondes noces un homme robuste qui est très vite retrouvé sans vie, le crâne fracassé par la chute accidentelle d'une grille de cuisson. Vous avez compris, hein? Sortie indemne de ce nouveau meurtre, elle passe des annonces rédigées en norvégien dans les rubriques matrimoniales des journaux du coin pour se trouver un amant compatriote et si possible fortuné. Durant de nombreuses années, elle échappe à la police et parvient à vivre dans l'anonymat, jusqu'à ce qu'un incendie ravage sa maison et la tue, elle et ses enfants. Un mois après, dans les décombres, on retrouve une quarantaine de cadavres, dont 18 ont été démembrés. Et s'il n'y avait pas eu cet incendie, peut-être qu'elle aurait continué pendant très longtemps. Voilà, bonne ambiance, hein. Les femmes qui tuent par vengeance, de façon épisodique ou non, tuent aussi par jalousie. Souvent, elles s'en prennent aux membres de leur propre famille ou à leur entourage. Pour certaines, la vengeance n'aboutit qu'à un seul homicide. Pour d'autres, rongées par la colère et la frustration, la démarche prend une tournure tout autre. Elles agissent seules et en secret, et elles font preuve d'une discrétion sans faille. Elles agissent pour se venger de leur mari violent ou alcoolique, ou qui consacrent trop de temps aux enfants selon elles. Elles peuvent même prendre pour cible leurs enfants, qui deviennent des victimes intermédiaires comme des substituts du mari, des victimes par procuration, jusqu'au crime final, tant attendu. Elles peuvent aussi se venger d'un membre de leur entourage susceptible de faire obstacle à une passion naissante pour un autre homme. Elles utilisent en général les mêmes armes que les veuves noires. À la différence de ces dernières, elles ne planifient pas toujours leurs crimes, mais agissent guidées par leur pulsion destructrice. Leur désir de vengeance devient obsessionnel. Au début du XXe siècle, une certaine Helen Etheridge, une Texane à la tête d'une famille recomposée, tue 4 des enfants de son mari par jalousie. En effet, le mari la délaissait trop souvent au profit de ses enfants. La jalousie l'a donc emporté sur la raison. La criminelle psychotique souffre de psychose grave et tue parce qu'elle est poussée par des délires hallucinatoires plus ou moins violents. La psychotique tue au hasard, sans raison définie. Elle est seulement motivée par ses problèmes psychiques, sans planifier ni organiser son crime. C'est pourquoi elle est souvent très vite arrêtée. L'un des cas les plus typiques de tueuse psychotique est certainement celui de Leonarda Cianciulli, une Italienne souffrant d'une psychose grave. Elle est à l'origine de la mort de 3 femmes âgées. À ce moment-là, elle est convaincue d'être la victime d'un mauvais sort qui aurait causé la mort de ses enfants. Leonarda assassine sauvagement ses 3 victimes pour en quelque sorte conjurer le mauvais sort. Une fois arrêtée, après avoir été dénoncée par des proches des victimes, elle déclare aux autorités italiennes être pleinement consciente de la gravité de son acte, mais être prête à le réitérer pour empêcher que la mort n'emporte ses autres enfants. Elle affirme aussi avoir agi par devoir de mère protectrice. Elle est alors reconnue coupable pour triple homicide aggravé et elle est condamnée à 30 ans de réclusion, même si sa pathologie a été reconnue. On appelle anges de la mort toutes les femmes qui tuent les personnes affaiblies qui leur sont confiées. Inutile de préciser que ces anges macabres officient le plus souvent dans les hôpitaux et peuvent s'avérer particulièrement prolifiques dans leur art. Mais elles peuvent aussi opérer à domicile, en qualité d'infirmières, d'aide-soignantes ou de nourrices. Elles sont de toute façon aptes et habilitées à pratiquer des soins médicaux, ce qui facilite considérablement leur activité morbide. Plusieurs hypothèses sont avancées pour expliquer leur motivation. D'abord, elles souffriraient d'une sorte de frustration quant aux responsabilités qui leur sont confiées et éprouveraient un sentiment d'infériorité dans la hiérarchie médicale, ce qui les pousserait à commettre l'irréparable dans le simple but de se valoriser. Il y a d'autres moyens de se valoriser, hein, pas besoin de tuer des gens. Je dis ça, je dirais, hein, si jamais vous passez par là, hein, les anges de la mort, pas besoin de tuer des gens. Hein, voilà. Vous le serez, je suis là pour ça aussi. D'autres spécialistes prétendent qu'elles agissent par besoin d'exercer un droit de vie ou de mort sur les malades dont elles s'occupent, pouvant ainsi jouir d'un pouvoir et d'une importance nécessaires pour valoriser leur ego. Dans tous les cas, les anges de la mort ont un besoin compulsif de mettre un terme à l'existence de ceux qu'elles côtoient dans leur milieu professionnel. Elles n'ont de ce fait aucune peine à trouver des victimes puisqu'elles les ont sous la main. Elles ont aussi tendance à se vanter de pouvoir deviner, voire prédire la mort d'un malade comme s'il s'agissait d'un véritable diagnostic. En plus, elles font les voyantes. Super. Les anges de la mort défendent leurs actes en justifiant, selon elles, un geste pieux, en mettant fin aux souffrances de leurs malades. Ouais, super. C'est sympa, merci beaucoup. Leurs victimes, quant à elles, sont toujours faibles et sans défense. Ce sont par exemple des personnes âgées ou des enfants en bas âge. Les meurtres passent la plupart du temps pour des morts naturelles, même si les tueuses procèdent par injection létale ou par étouffement. Et il faut souvent attendre une longue série de crimes avant de les démasquer. Grâce à leur statut,
leur hiérarchie ne les soupçonne absolument pas, la plupart du temps. Seuls les proches de la victime peuvent avoir des soupçons. C'est pourquoi les spécialistes ont beaucoup de mal à chiffrer le nombre exact de crimes commis par ces anges. En Autriche, dans le service de gérontologie de l'un des plus grands complexes hospitaliers de Vienne, le Lenz General Hospital, 47 crimes commis par des anges de la mort ont été officiellement pratiqués entre 83 et 89. Les autorités autrichiennes en ont par la suite recensé plus de 300. Ces crimes étaient supervisés par une certaine Waltraud Wagner. Rien à voir avec le groupe Wagner en Russie, hein, je vous rassure. Non, parce qu'on pourrait se dire que c'est sa fille ou quoi, mais non, pas le cas. Ça pourrait être sa mère, cela dit, peut-être. Je sais pas, en vrai. Expliquerait beaucoup de choses. Bref, pardon, à ce moment-là, Waltraud Wagner, donc, est aide-soignante et elle avoue avoir ôté la vie à sa première victime à l'âge de 23 ans. L'idée lui serait venue d'une septuagénaire suicidaire qui l'aurait supplié de mettre fin à ses souffrances. Cet incident lui aurait donné le goût de poursuivre son œuvre. C'est pourquoi elle recruta 2 complices, 2 aides-soignantes, à qui elle offrit une formation digne des plus grands spécialistes. Qualifiée de personnalité sadique lors du procès, Wagner avoua trouver naturelle la mort qu'elle infligeait à ses patients. Ok, tout à fait normal. Il faut toutefois noter que, même si les anges de la mort sont majoritairement des femmes, quelques cas d'infirmiers tuant dans des conditions similaires ont aussi existé. Proches des veuves noires, les femmes vénales qui tuent par profit pratiquent en plus une activité parallèle illégale, allant de la délinquance classique à des délits beaucoup plus graves. Qu'elles tuent ou qu'elles volent, elles ne sont motivées que par l'appât du gain, et sont véritablement obsédées par l'argent ou par le désir profond de s'enrichir. Contrairement à la veuve noire, la tueuse dite vénale ne s'en prend jamais à son entourage et dirige donc son attention sur des inconnus. Elle est déterminée, efficace et soigne le moindre détail pour ne pas se faire surprendre. Le crime est pour elle une évidence, une activité presque banale, une routine, au même titre qu'un travail alimentaire. Ces femmes vénales deviennent criminelles en moyenne vers l'âge de 25 ans. Leurs proies sont des individus facilement manipulables, avec qui elles créent une certaine complicité, qui se traduit le plus souvent par des liens amicaux. Une fois la confiance de leurs proies gagnée, elles les dépouillent de tous leurs biens avant de les exécuter. À leurs yeux, les victimes sont déshumanisées, puisqu'elles ne les considèrent que comme de simples moyens de se procurer de l'argent. C'est le cas de Dorothea Montalvo Puente, née au Mexique, puis émigrée en Californie. Ayant vécu son enfance au sein d'une famille pauvre, abandonnée par sa mère dès son plus jeune âge, Dorothea Montalvo Puente mène une existence chaotique. À 53 ans, elle est arrêtée pour séquestration et mauvais traitements infligés à des vieillards, qu'elle drogue pour mieux les dépouiller. Après 2 ans et demi passés sous les barreaux, elle trouve un travail d'auxiliaire de vie auprès de personnes âgées à qui elle loue des chambres dans sa propre maison et dont le nombre diminue considérablement. Vous l'aurez compris ? À ce moment-là, tous perçoivent une pension qu'elle s'empresse d'empocher. 1 an plus tard, 7 corps sont retrouvés dans son jardin en état avancé de décomposition. Elle est ensuite condamnée à la perpétuité. Rien d'étonnant à ce que l'infanticide, vous me l'accorderez, passe aux yeux de tous comme un acte des plus monstrueux. L'infanticide suscite l'indignation et l'horreur. Il est perçu comme un crime contre nature qui souille et remet en question tous les symboles que peut renfermer la figure maternelle. La mère est censée donner la vie et non la détruire, protéger et non maltraiter, élever et non négliger. Mais l'infanticide interpelle à un point tel qu'on cherche systématiquement à comprendre le geste de ces mères qui reprennent la vie qu'elles ont donnée. On pourrait penser qu'elles y sont poussées par désespoir, un enfant invalide ou né d'un viol, un mari violent, une dépression, un baby blues ou un simple déni de grossesse. Mais la démarche est bien plus complexe qu'on ne le pense. Les spécialistes distinguent 3 formes d'infanticide. De 1, celui qui consiste à tuer un nouveau-né dans les 24 heures suivant la naissance, ou même pendant l'accouchement. De 2, celui qui consiste à tuer l'enfant dans un laps de temps qui peut s'étendre de 24 heures après l'accouchement jusqu'à l'âge de 1 an. Et de 3, celui qui consiste à tuer l'enfant au-delà de son premier anniversaire. Dans le cas du meurtre d'un nouveau-né, la plupart d'entre elles ne le considèrent pas comme un être humain achevé. De Lucas, le sociologue, avance l'exemple de certaines tribus africaines chez qui tuer un nouveau-né n'est pas considéré comme un crime pour cette raison. En revanche, tuer un vieillard reste le crime le plus grave. Aussi, dans certaines tribus, les jumeaux sont perçus comme une anomalie, voire une malédiction. Il est donc indispensable pour eux de tuer l'un des 2 enfants dès la naissance. J'aurais pas aimé naître là-bas. J'ai pas de jumeaux, hein, mais bon, voilà quoi. Pour d'autres mères infanticides, elles sont convaincues que l'être qu'elles ont conçu et mis au monde leur appartient, et qu'elles ont le pouvoir de décider s'ils doivent vivre ou non. Ainsi, plusieurs profils de mères infanticides ont été clairement définis, et je vous en fais un bref résumé. Il y a celles qui tuent l'enfant non désiré, celles-ci sont lucides et se débarrassent de leur progéniture qui s'apparente pour elles à un simple objet. Certains parlent à ce moment-là de déni de grossesse plus ou moins aggravé. Elles sont le plus souvent impulsives et ou dépressives, et elles sont souvent jeunes, immatures et abandonnées par le père de l'enfant pendant la grossesse. Elles accouchent souvent seules et mettent fin au jour du nouveau-né,
quelques minutes après sa naissance. Il y a celles qui tuent l'enfant parce qu'elles reproduisent le geste de leur propre mère. Ce sont celles qui ont été le témoin du meurtre d'un membre de la fratrie et voient dans leur infanticide un moyen de se venger de leur mère. La haine de la mère est reportée dans ce cas sur l'enfant. Il y a aussi celles qui tuent leur enfant malade pour mettre fin à ses souffrances. Cette démarche pourrait s'apparenter à l'euthanasie, à la différence près qu'il s'agit d'un acte égoïste qui consiste à se débarrasser d'une charge émotionnelle et ou matérielle trop lourde à supporter pour elles. Il y a aussi celles qui tuent parce qu'elles rejettent la faute de tous leurs maux sur leur progéniture. L'enfant apparaît dans ce cas seul responsable de l'échec de leur vie de femme. Pour elles, l'enfant a déformé leur corps, les a obligées à mener une existence qu'elles détestent, à vivre avec un homme qu'elles n'aiment pas. Elles souffrent souvent de psychopathologies graves comme la paranoïa. Mais il y a aussi celles qui tuent poussées par des pulsions criminelles, qui ne peuvent s'empêcher de maltraiter leur enfant. Dans ce groupe s'inscrivent aussi celles qui abusent sexuellement de l'enfant. Ce sont des mères sadiques, elles peuvent aussi pratiquer la torture. Ces femmes ont des caractéristiques bien définies et elles ont souvent des troubles du comportement. En plus de ça, elles ont souvent une intelligence en dessous de la moyenne et elles ont tendance à reproduire les maltraitances qu'elles ont elles-mêmes connues. Et pour finir, elles ont souvent été victimes d'abus sexuels pendant leur enfance ou ont eu une sexualité précoce. Mais il y a aussi celles qui tuent par négligence. Elles ne font preuve d'aucun instinct maternel et occultent ainsi leur rôle de mère. La protection, l'éducation, l'alimentation et tous les soins qui incombent à une mère sont vécus comme une corvée, une souffrance, voire une menace. Leur mode opératoire consiste à se désintéresser de l'enfant au point de refuser de le nourrir, de lui apporter des soins et de provoquer inconsciemment des accidents domestiques mortels. Inconsciemment ou consciemment. Voilà, vous savez, ça existe, et oui. Mais il y a aussi celles qui sont convaincues de sauver ou de purifier leur enfant par la mort. Elles prétendent souvent entendre des voix leur sommant de mettre fin au jour de leur enfant, pour l'épargner du poids que représente la vie. Mais il y a aussi celles, et oui, c'est toujours pas fini, qui tuent pour se venger de leur mari. Elles souffrent souvent de graves troubles du comportement et sont persuadées de tuer leur mari. L'enfant est alors utilisé comme arme contre le conjoint. Elles ont des tendances suicidaires et sont sujettes à des crises d'hystérie violentes. Elles mènent une vie de famille chaotique, souvent victimes ou provocatrices de violences conjugales. Puisque des exemples valent mieux que 1000 mots, comme je le disais, en voici quelques-uns. En 2003, dans la province de Pise, en Italie, une mère de 32 ans avoue avoir jeté à 2 reprises 2 nouveau-nés dans une décharge publique sans se soucier de savoir s'ils étaient morts. Elle avoue aussi avoir caché ses grossesses à son mari et à son entourage. Elle prétend avoir agi de la sorte par amour pour garder son compagnon qui ne voulait plus d'enfants. Encore une fois, il y a d'autres moyens, vous n'êtes pas obligé de jeter vos enfants à la poubelle. Je dis ça comme ça, hein. À Los Angeles, à la fin des années 90, une mère de 34 ans est accusée d'avoir tué ses 4 filles et d'avoir tenté d'assassiner son fils pour empêcher son mari d'avoir la garde de ses enfants. Les filles âgées de 5, 7, 11 et 12 ans ont été asphyxiées avec le gaz de la cuisinière. Au Texas, entre les années 70 et 80, une jeune mère de 19 ans tue ses 3 premiers enfants. Leur mort passe pour naturelle, provoquée par des convulsions. Après un remariage, elle met au monde 3 enfants de pères différents qui meurent soi-disant en couche. Après avoir réveillé les soupçons, elle déclare aux autorités que ses enfants étaient morts des suites d'un sort lancé par sa belle-mère. Au total, 6 enfants sont morts par étouffement et étranglement venant de leur propre mère. Puis en Afrique du Sud, au début du XXe siècle, une mère fait d'abord office de veuve noire en tuant 2 maris pour percevoir leur assurance vie. Mais elle est aussi mère de 5 enfants, et 4 meurent dès le plus jeune âge. Et elle empoisonne ensuite le 5e alors qu'il entre dans sa 20e année. Les motivations qui l'ont poussé à commettre ces infanticides ne sont toujours pas élucidées. Puis dans le nord de l'Italie, en 2002, une mère de 31 ans noie ses 2 enfants âgés de 21 jours et de 4 ans. Elle prétend agir par désespoir et pour se venger de son mari et de la vie chaotique qu'il lui faisait mener. Encore des gosses qui ont subi alors qu'ils n'y étaient pour rien. C'est malheureux. Enfin, l'infanticide n'est pas non plus exclusivement maternel. Des statistiques montrent que, en matière de criminalité concernant les enfants, environ 30% de ceux qui sont tués le sont par le père, 30% par la mère, 20% par des connaissances de la famille de sexe masculin, presque 10% par un autre membre de la famille et près de 10% par des inconnus, parmi lesquels on compte les trafiquants d'organes, les pédophiles et les tueurs en série. Ainsi, comme je le disais au début de la vidéo, celle-ci a pour but de créer une introduction à une série sur le crime féminin. Une série de plusieurs vidéos, parfois courtes, parfois longues, qui racontera du mieux qu'elle peut les crimes féminins qui sont bien moins connus que ceux masculins et pourtant pas moins sadiques et parfois pas moins violents. Évidemment, je ne pourrai jamais parler de tous les crimes féminins car il y en a trop. Et mon choix va se porter sur les criminels les plus marquantes, les plus atypiques. Elles sont parfois connues si on s'intéresse aux crimes féminins et parfois pas du tout. Vous allez donc à coup sûr découvrir des choses
mais des choses macabres, oui. Ce sont des monstres, des diaboliques, des calculatrices, des démentes, mais aussi des femmes au foyer désespérées, prêtes à tout pour sortir de leur quotidien, que je vais vous présenter dans le futur. Il ne s'agira pas non plus de se limiter au simple récit des crimes commis sur le territoire français, mais de montrer qu'en matière de meurtre, les femmes font tomber les barrières, et encore plus ces dernières années, et que plus aucune frontière n'existe. Enfin, il n'est en aucun cas question de porter un jugement sur leurs actes, comme dans toutes mes vidéos, ni d'entreprendre une démarche analytique, mais tout simplement de raconter des faits et des histoires hors du commun, violentes, horrifiques et très souvent difficiles à entendre. En conclusion, on peut voir que l'histoire des affaires judiciaires nous a montré que ce n'est pas forcément le nombre de crimes qui permet à une ou un criminel de rester gravé dans les mémoires collectives, mais c'est peut-être davantage la cruauté avec laquelle les victimes sont assassinées. Bien au-delà, c'est aussi leur destin tragique qui nous touche, plus ou moins, de près ou de loin. La criminalité féminine ou masculine est un monde bien plus complexe que nous l'expliquent les faits divers ou les romans policiers. Tout est à considérer, à analyser, à regrouper, à étudier et même à prouver. La criminologie et la psychiatrie sont là pour nous le rappeler. En France, compte tenu du code pénal de 1810 qui envisage dans son article l'irresponsabilité des malades mentaux, la criminologie et la psychiatrie sont indissociables. À l'écoute des portraits que je vous ai présentés aujourd'hui, certains ont dû se dire que, pour la plupart d'entre elles, ces femmes étaient folles. C'est vrai, pour certaines. Mais de quelle maladie exacte sont-elles atteintes pour se livrer à une telle violence? Une question complexe compte tenu de la diversité des pathologies liées à la criminalité. Selon des études psychiatriques, il existe un lien évident entre certains troubles mentaux et la violence. Ces mêmes troubles augmentent presque systématiquement les risques de criminalité. Au final, nous constatons que nous soyons hommes ou femmes, notre enfance, notre passé, notre entourage, notre santé psychique peuvent nous entraîner vers les côtés sombres de notre personnalité. Car la conclusion, c'est peut-être qu'au fond de nous tous se cache un véritable tueur en série. Eh bien, j'espère que ce petit voyage à travers le crime féminin vous a plu. Moi, j'ai kiffé faire toutes ces recherches pour vous faire cette vidéo et qui m'ont ensuite amené vers les histoires que je vous raconterai bientôt. Alors, soyez à l'affût. Ah, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui arrive et encore plus au mois de décembre. Une belle surprise pour les fans de l'horreur, des mystères, etc. Même si certains d'entre vous, qui étaient déjà là l'année dernière, savent de quoi je parle. En tout cas, ça sera quand même différent cette année. Et bien sûr, n'hésitez pas à massacrer le bouton like pour passer vos envies de meurtre dessus plutôt que sur un être humain, c'est mieux. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Quant à moi, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez. Et je vous laisse méditer sur tout ce que je viens de vous apprendre. Et je vous fais un bisou la famille. Kiss.